Salut les cadets et les cadettes. C'est parti pour un nouveau chapitre où on va parler de HTML. Alors, sur ce cours, on va parler de comment organiser son HTML. En effet, comme vous avez pu le voir dans un chapitre précédent, le HTML est un langage qui est plutôt facile à apprendre. Il y a très peu de théories à avoir pour pouvoir bien comprendre comment il fonctionne. Par contre, vous verrez qu'avec la pratique, c'est un langage qui peut être difficile à utiliser. En effet, savoir comment bien organiser pour avoir un code propre en HTML, c'est parfois un petit peu compliqué. Et ce qui est aussi un peu compliqué parfois, c'est de savoir quelle balise utiliser à quel moment. Alors, si vous vous rappelez, on avait dit que pour notre projet de zombie, nous allons utiliser une maquette. Si vous vous rendez sur le parcours, mon premier site web, que vous allez sur mon site en maquette, que vous allez ici dans les liens, vous avez la maquette du projet. Vous pouvez vous y rendre et vous aurez sur Figma l'outil que nous allons utiliser pour ce projet, la maquette des différentes pages. Alors pour l'instant, au moment où je tourne ce cours-là, il y a 2 pages qui ont été maquettées. La page d'accueil avec les 6 recettes qui sont paginées au format desktop, au format tablette et au format smartphone. Et vous avez la page avec le détail d'une recette. Donc ici, vous avez la photo, le titre, la note, la recette, un formulaire pour pouvoir mettre un commentaire, les commentaires associés à cette recette et les éléments communs comme le header, le footer que vous retrouvez sur les 2 pages. Pour ce qui est donc de Figma, moi j'ai décidé d'utiliser cet outil-là parce que c'est un outil qui est extrêmement pratique pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il est gratuit. C'est une version freemium, donc il y a une version payante qui est disponible. La version gratuite est déjà en soi hyper complète, donc vous pourrez faire vraiment ce que vous voulez avec vos projets sur la version gratuite. Le gros avantage de la version payante, c'est de pouvoir bosser en équipe, et donc c'est à ce moment-là que Figma va passer en payant parce que pour pouvoir faire des projets, des vrais gros projets en commun avec des design systems communs, là il vaut mieux passer sur la version payante. Mais disons que pour se faire un projet pour soi ou même comme ça pour mettre des idées sur le papier, la version gratuite est déjà extrêmement complète. En plus de ça, il est facile à utiliser. Franchement, je ne suis pas un designer, moi je suis avant tout développeur. Et pourtant, j'arrive à faire des trucs qui sont quand même relativement propres sur cet outil. En plus de ça, même si la version payante vous permet vraiment de bosser facilement en équipe, la version gratuite vous permet déjà de faire des choses en équipe grâce au bouton de partage ici, qui vous permet non seulement de partager en lecture seule, mais également en lecture et écriture. La version lecture seule peut être très intéressante, par exemple, pour partager avec votre client les différentes versions de la maquette pour faire valider à votre client à chaque fois que la maquette correspond à ce qu'il souhaite. Et du coup, comme c'est une version en lecture seule, du coup, le client ne pourra pas modifier quelque chose et du coup risquer de casser quelque chose sur votre maquette. En plus de ça, la dernière chose qui est très intéressante, c'est que quand vous allez sur un élément, à chaque fois, vous avez plein d'éléments de CSS qui sont hyper intéressantes. Détails, donc le width, le height, la position XY si jamais vous êtes en absolute par exemple, les couleurs. Alors moi je leur ai donné des noms, mais si vous allez dessus, vous pouvez retrouver le code couleur. Vous avez également, si c'est du texte, la police qui est utilisée. Donc là on peut retrouver dans les settings ici la police qui est en normal, donc pas en gras, en 16 pixels de haut, en font size 16 pixels. Et donc du coup, vous avez vraiment votre CSS qui est extrêmement bien documenté grâce à ce genre d'outil. Après, là, moi j'ai fait une maquette qu'on dit haute définition, mais pour pouvoir la faire valider à notre client zombie, j'avais fait plusieurs étapes. La première chose que j'avais fait, donc ici, si vous cliquez sur Wireframe, vous avez ici la version. Donc ça, c'est un Wireframe. Alors, c'est déjà un wireframe un petit peu propre, hein. On a des versions beaucoup moins détaillées.
Mais ça, c'est la dernière étape d'un wireframe que j'ai fait valider donc, avec notre client Zombie. En français, on appelle ça aussi parfois des maquettes en fil de fer. Vous pouvez très bien, si on prend l'exemple ici de l'image que j'ai là, ça c'est un wireframe que j'avais fait sur papier une fois dans un de mes cahiers de dessin. Vous pouvez très bien partir sur ce genre de maquette, ça ne pose aucun souci. Le plus important, c'est déjà de commencer à mettre des idées sur papier. C'est extrêmement important parce que ça va faire travailler votre cerveau et ça va faire travailler votre imagination. Donc ça permettra vraiment de poser des choses et du coup de vous aider à avancer sur la conceptualisation du design de votre site. Et sincèrement, modifier ce genre de petites maquettes comme ça ou même comme ça reste quand même beaucoup plus facile que de modifier une maquette qui a déjà des couleurs, des formes, des tailles, des marges et tout. Ça reste quand même plus simple de se dire, voilà, bah, ça je le prends, je le mets un petit peu à côté, je le déplace un peu, j'en mets 8 au lieu d'en mettre 6. Enfin, ça reste quand même beaucoup plus simple que de faire ici, puisque du coup, ici, vraiment, tout est détaillé. Donc, dès que vous changez quelque chose, il faut tout changer. Donc, c'est pour ça qu'on commence toujours par une maquette dite en fil de fer ou wireframe. Et après, une fois qu'on a validé ça avec le client, eh ben, on passe à la maquette haute définition pour aller y coller derrière des différentes choses comme les couleurs, les tailles, les polices qu'on va utiliser, les outils, puisque ici on a une carte qui pourrait être une carte Google Maps par exemple, valider les logos, ce genre de choses, c'est des éléments qu'on va aller rajouter ensuite et qu'on ne fera valider donc au client qu'à la toute fin. Parce que si vous commencez avec ça, vous allez vous prendre énormément de temps pour faire ça. Et du coup, si finalement ça ne correspond pas du tout à ce que le client veut, vous allez perdre énormément de temps. Alors qu'une maquette de ce type-là est aussi beaucoup plus rapide à faire. Voilà, donc ça c'est pour la théorie des maquettes. Alors, si vous ne vous sentez pas forcément de faire des maquettes, ce n'est pas une obligation d'utiliser ce genre d'outil ou même de faire une maquette de ce type-là. Mais sincèrement, je vous conseille à minima de faire au moins un dessin sur papier pour essayer de poser vos idées de manière concrète avant de ne passer au code. Vraiment, ça vous fera gagner énormément de temps plutôt que de vous lancer tête baissée dans votre projet. Sinon, vous allez finalement vous perdre et vous retrouver à faire des retours en arrière extrêmement souvent, puisque vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, et vous seriez rendu compte de ces choses-là simplement en dessinant sur un papier. Ça, une maquette comme ça va vous prendre 10 minutes, pas plus. Vous voyez que c'est absolument pas droit, rien n'est cohérent. Au niveau des formes, là, ça devrait être des carrés, c'est absolument pas carré, mais on s'en fout. C'est vraiment juste pour poser sur papier des éléments pour votre projet. Pour ce qui est donc de la suite du projet, on va utiliser ce qu'on appelle des balises englobantes. Alors je vous ai préparé ici un petit peu en dessous de la vidéo un ensemble de balises qu'on utilise régulièrement pour englober d'autres balises. Elle permet vraiment de structurer votre projet, de faire en sorte qu'on comprenne bien quels sont les éléments que vous allez mettre à tel endroit ou à tel endroit. Vous avez ces 6 balises-là qui sont des balises qui sont venues avec le HTML5, qui vont vraiment permettre de structurer votre page et que vous voyez partout aujourd'hui. Et vous avez celle-ci qui, on va voir, un rôle un petit peu spécial et qui est obligatoire sur votre page, si vous voulez être en adéquation avec les bonnes pratiques en accessibilité. Alors, pour ce qui est donc de header. Header, c'est un élément qui va être un en-tête. Alors, c'est l'en-tête d'une page ou l'en-tête d'un élément. Ce n'est pas forcément toujours l'en-tête de la page. Ça peut être, dans le cadre d'une maquette, si on prend notre maquette, typiquement, ça pourrait être le header d'une card. Quand on prend la card ici, ça pourrait être le header d'une card. Ensuite, vous avez nav. Nav va englober toujours des éléments qui permettent de naviguer sur une page. Ici, ça, en haut, c'est une barre de navigation parce que vous avez ici un logo qui va permettre de retourner à la page d'accueil et ici, 4 liens qui vont permettre de naviguer dans le site. Donc, cette barre-là, la barre verte ici, c'est une barre de navigation. Donc, elle aura cette balise-là en HTML. Par contre, ici, ces 6 cartes-là peuvent aussi être englobées par une nav parce qu'elles permettront de naviguer
donc sur les différentes recettes de notre site. Donc ça aussi, ça peut être englobé par une nav. Ensuite, vous avez section. Section, c'est un élément cohérent qui va englober différents éléments au sein d'une page. Typiquement, ici, notre card, ça pourrait être une section. C'est une section qui va englober un titre, une note et un paragraphe. Si on prend la recette en soi, ça peut être un header et ça, c'est aussi une section. Parce que ça va englober un élément cohérent qui est le titre, la notation et le contenu de notre article. Ensuite, vous avez article. Ça, c'est un élément qui va englober quelque chose qui ressemble à un article. Souvent, un article va avoir un titre, un en-tête, parfois un pied de page, ce n'est pas toujours le cas, et un contenu. Typiquement, ça. Alors là, oui, ça peut être un article, tout ça. Puisque du coup, il y aurait le header, le titre avec le contenu, et ici, ça pourrait être un footer. Donc, le pied de notre article, avec le formulaire et les commentaires, et du coup, tout ça, c'est un article. Ici, ça peut être un article aussi. Donc, nos cards, elles peuvent être représentées par une balise article. Tout simplement parce que chaque item en soi, c'est un article. C'est le résumé de notre recette qu'il va y avoir ici, mais c'est un article. Il y a un en-tête, un titre, un résumé de notre recette, c'est un article. Aside. Alors, cette balise en soi, on la voit moins utilisée sur Internet parce que les gens ne savent pas toujours à quoi elle correspond réellement. Alors, vous avez un exemple assez concret ici. Alors là, j'ai la page des wireframes, donc on en a parlé tout à l'heure. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a un exemple de wireframe. Donc, une maquette en fil de fer qui a été, pour le coup, ici, pourrait être fait à la main. Et donc, du coup, vous avez un article Wikipédia. Vous avez l'article, donc vous avez un titre, le contenu, un footer, donc un pied de page avec les notes et références et les voir aussi, donc des liens qui permettent d'aller plus loin que l'article. Donc tout ça, ça peut être un article. Et vous avez ce petit encart ici qui est à côté de l'article, qui ne fait pas totalement partie de l'article, mais qui va l'illustrer, ou qui va ajouter des informations contextuelles, qui permettra aussi de compléter certaines choses qui sont dans l'article. Ça, c'est un aside. Ça permet vraiment de compléter un contenu qui existe. Donc ça se met à côté du contenu, ça apporte du contexte ou des informations au contenu, mais ne fait pas partie totalement du contenu. Donc ça, c'est un aside. Alors, Wikipédia, ils utilisent un générateur de contenu, du coup, qui utilise beaucoup des divs et assez peu des balises structurantes, donc c'est pas un aside sur Wikipédia, mais ça pourrait être représenté par un aside. Ensuite, vous avez le footer. Donc footer, c'est le pied de la page. Enfin, c'est ce qu'on appelle un pied de page, mais c'est pas forcément le pied de la page. C'est un pied de page qui peut être au niveau de votre page, mais également au niveau d'un contenu. Typiquement, alors là, ça pas trop, mais ça pourrait être le footer de votre article qui serait ici, header, section, footer. Même s'il y a juste un lien comme ça tout seul dans un footer, pas forcément. Par contre, ici, clairement, ça peut être un footer, parce que ça n'est pas partie complètement de l'article. Ça permet de mettre un élément supplémentaire sur l'article. Il pourrait aussi y avoir peut-être des petites définitions par rapport à l'article. Voilà, donc ça, c'est un footer. Ça, c'est le footer de notre page. Ça, c'est le footer de notre article. Donc, footer, c'est vraiment un pied de page, mais pas forcément pour la page. Et le dernier, donc, qui est main, comme je vous disais tout à l'heure, qui est une balise structurante un petit peu spéciale, parce qu'elle ne fait pas totalement partie de cette liste-là. C'est une balise qu'on ne voit pas toujours sur les sites, alors qu'elle est normalement obligatoire à partir du moment où vous faites un site qui est en adéquation avec les bonnes pratiques d'accessibilité. Vous devez normalement avoir un main et un seul main sur toutes vos pages. Le main doit englober la raison pour laquelle la page a été créée. Typiquement, notre page d'accueil ici, son but, sa raison d'être à cette page-là, c'est de partager nos recettes. Donc le titre plus la nav avec les 6 articles dedans, typiquement ça devrait être un main. Ici, le contenu principal de notre page, c'est l'article en soi. Donc ça devrait être un main. Donc effectivement, on ne va pas mettre un main et un article. Donc là,
Si on veut être en adéquation avec les bonnes pratiques en accessibilité, on va plutôt mettre main, mais l'item qui va englober l'ensemble pourrait être article aussi. Ou alors, on met un main sur l'ensemble et on met un article uniquement sur cette partie-là. Et du coup, ça, on met un header, ici un titre, ça, des paragraphes avec une section autour, et ça, on pourrait mettre une deuxième section, par exemple. Et du coup, on aurait notre main et on aurait notre article. Et c'est là où je vous disais tout à l'heure en préambule, c'est que HTML est parfois un petit peu difficile à utiliser, pas parce que c'est un langage compliqué, mais tout simplement pour cette raison-là. Il y a parfois plusieurs solutions possibles. Ça m'arrive encore régulièrement quand je travaille avec d'autres développeurs de devoir réfléchir en équipe sur quelle balise on va devoir utiliser pour être le plus cohérent possible. Donc, il n'y a parfois pas de mauvaises solutions. Alors oui, il y a des mauvaises solutions si on utilise des balises qui n'ont absolument aucun sens par rapport à ce qu'on souhaiterait faire, mais il y a parfois plusieurs solutions qui n'ont pas forcément de priorisation l'une sur l'autre. Donc ça, c'est pour les balises structurantes qui ont un sens. Ensuite, vous avez deux balises qui permettent également d'englober d'autres éléments, mais qui n'ont pas de sens. Vous avez la div, qui est un élément de type bloc. C'est-à-dire, comme on a vu sur le chapitre d'introduction au HTML, il y a deux types de balises, les balises de type bloc et les balises de type inline. Certaines qui font des ruptures dans le fil de l'eau, d'autres qui ne le font pas. Et donc, div permet donc d'avoir une balise neutre de type bloc et span une balise neutre de type inline. Ça, je vais en utiliser, mais il faut essayer, comme je vous le mets ici, de les utiliser le moins possible. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des balises qui n'ont pas de sens. Donc en mettre de trop, eh ben, en fait, ça va juste faire perdre tout le sens de votre page. Ça va devenir le bordel. Et en plus de ça, on ne comprendra pas l'intention que vous avez voulu mettre derrière les balises que vous avez utilisées. Donc, la bonne pratique, c'est d'en rajouter que si c'est réellement nécessaire, par exemple pour mettre un style sur des éléments communs en CSS, ou pour englober pour le JavaScript, pour pouvoir mettre de l'animation ou de l'écoute d'événements sur des éléments qui ont des logiques similaires, mais que le fait de les englober n'a pas de sens en HTML. Ce n'est un sens que pour JS ou pour CSS. Donc si ça n'a un sens que pour CSS ou JS, on met des balises qui n'ont pas de sens HTML. Voilà, ça c'est des raisons pour lesquelles on va les utiliser et on verra par la suite. Il y en a au moins une qu'on va pouvoir utiliser sur notre page d'accueil pour nos deux images ici. Voilà, maintenant qu'on a vu les balises qu'on va pouvoir utiliser, on va voir comment organiser notre code. Donc pour voir comment l'organiser, on va devoir découper notre maquette. Le mieux, je vous ai mis ici un petit onglet découpage. C'est un exemple de comment on pourrait découper cette maquette. Voilà. Alors, vous avez la page de départ, ici, et j'ai fait une proposition de découpage. Ce n'est pas le seul découpage possible, mais c'est une proposition qui, moi, me semble cohérente, et c'est celle qu'on va utiliser, nous, dans le code de notre page. Donc, pour moi, ici, sur cette page-là, il y a trois grandes parties. Un header, qui englobe la partie verte ici et nos deux images, le main, qui va englober donc notre titre avec les 6 cards, et le footer avec les informations contextuelles qui permettent d'avoir une adresse, un numéro de téléphone, une adresse mail, et ici les liens vers notre page et les liens sur les réseaux sociaux. Ensuite, je vous ai redécoupé chacun des éléments. Ici, notre header, il peut être découpé en deux. Les images ici, notre barre de navigation. Donc ici, vous voyez deux éléments différents. Ensuite, on redécoupe ça en trois éléments. Le fond, l'image de gauche, la liste de droite. Ici, cette image-là, c'est deux images. Le logo et l'image de fond. Pour ce qui est de notre main, on va pouvoir le découper en deux. Le titre et les 6 cards. Donc notre titre, les 6 cards. Et chacune des cards, on va pouvoir également les redécouper. On va pouvoir également, alors je vais vous changer la couleur, on verra mieux. On va pouvoir également les redécouper en 6. L'image, le titre, la notation, le texte, donc le résumé, et notre lien.
Et donc ça, ce sont nos éléments qui vont composer la carte. On pourrait mettre également, vu qu'on l'a mis en haut ici, là on l'a mis ici, on pourrait mettre également le fond, qui serait un élément supplémentaire qui va mettre la couleur au fond. Et notre footer, lui, il pourrait être découpé, donc notre image, ici un bloc, ici un bloc, ici un bloc. Et après chaque bloc, un titre, un texte, 2 liens, un titre, 4 liens, et 3 boutons qui me ramènent vers des réseaux sociaux, donc 3 liens. Ce pas réellement des boutons, ce sont des liens, avec des images à l'intérieur. Et ici, c'est ce qu'on appelle un iframe. Donc ça, c'est fourni par Google Maps. Vous pouvez intégrer une carte Google Maps dans un site. Voilà, donc ça c'est une proposition de découpage. Donc si vous allez sur découpage, vous pouvez retrouver la proposition que j'ai faite. Et du coup, ça va vous permettre de vous aider à organiser votre code. Alors, on va garder la maquette. On va se remettre sur le côté. Et on va reprendre la page qu'on avait préparée la dernière fois, donc avec le minimum d'une page HTML viable. Donc, j'ouvre mon serveur. Il va m'ouvrir la page. Vous voyez que j'ai bien le title et j'ai rien dedans puisque dans body, j'ai rien pour l'instant. Donc, ce que nous on va faire, c'est commencer à découper. Donc, header, main, footer. C'est parti. Alors, je vous ai expliqué la dernière fois, il y a un outil qui s'appelle Emmet dans votre IDE. Emmet vous permet d'avoir des raccourcis et de l'autocomplétion assez rapidement. Donc, ce que je vous avais conseillé, c'est de ne pas mettre à chaque fois les chevrons, mais plutôt d'écrire directement vos éléments. Là, vous mettez header, vous appuyez sur tabulation, automatiquement, il vous met l'élément. Vous pouvez également faire avec un plus. Là, je vais un header, un main, un footer. Si je mets les trois, que je mets entrée, automatiquement, il va me mettre les trois et il va me mettre à l'intérieur des éléments. Donc là, si j'écris, je suis à l'intérieur. Si j'appuie sur tabulation, il m'emmène sur le second directement, puis tabulation, et il m'emmène sur le troisième. Voilà. Donc ça, c'est un petit tips qui vous permet donc de bosser plus vite. Donc on va remontrer la technique. Header, plus main, plus footer, et vous appuyez simplement sur Entrée. Voilà. Donc là, on a nos trois éléments basiques qu'on avait vus. Header, main, footer. C'est les trois parents qu'on aura à la racine de notre projet. Notre header, on va ensuite le redécouper en deux éléments. Donc, l'élément du haut qui est une nav, on avait dit, qui va permettre donc de mettre nos trois éléments ici. La première, c'est une image, qui a donc une source, un texte alternatif si nécessaire. L'image ici, je vais pouvoir la récupérer. Donc si je me mets là, alors je vais prendre celle de la vraie maquette, tout simplement parce qu'elle a changé un petit peu depuis que j'ai fait le découpage. Donc on va double-cliquer jusqu'à ce qu'on arrive sur l'image. Et là, donc quand on arrive au niveau de l'image, vous avez un petit bouton Export. Vous pouvez donc exporter le logo au format SVG. Et donc je clique sur Export. Automatiquement, donc il me demande où est-ce que je veux l'exporter. Je vais dans Apps, Projet Zombie. Et là, je pourrais le mettre à la racine, mais je vais mettre un dossier. Alors, je vous conseille très fortement de suivre la même architecture. Quand on débute, on a toujours un peu de mal à organiser nos dossiers. Donc, je vais vous proposer une architecture pour le projet. Essayez de suivre cette architecture. Donc, on va créer un premier dossier qui va s'appeler Assets. Donc, dans les Assets, on met tous les fichiers qui sont des fichiers qu'on a dit plats, c'est-à-dire des fichiers qu'on ne va pas modifier en HTML, donc les images, le CSS, le JS et tout ça, ce sont des fichiers qu'on va utiliser et qu'on va mettre dans les assets. Et on va créer un dossier qui va s'appeler image, IMG, pour mettre nos images. Donc là, le logo, alors on va mettre logo nav, pour dire que c'est celui qui est en haut. On va le mettre dans IMG. Voilà, donc il me l'a téléchargé. Je suis à la racine, donc je peux mettre slash. Si on regarde donc les dossiers qui sont à la racine, donc j'ai un premier dossier qui s'appelle assets, dans lequel j'ai un dossier qui s'appelle image. Alors quand il n'y a qu'un seul dossier, quand il n'y a qu'un seul élément dedans, Visual Studio Code vous les met sur la même ligne. Donc là vous voyez que c'est un dossier slash un autre dossier.
Donc, et puis de toute façon, j'ai l'autocomplétion qui me le propose, hein, IMG. Et à l'intérieur, j'ai mon image logonav.svg. Alors, pour ce qui est du texte alternatif, pour les images, le texte alternatif sera nécessaire si l'image est une image qu'on dit de sens. Donc, il va falloir différencier deux types d'images sur vos projets. Les images de sens, ce sont des images qui vont avoir besoin d'un texte alternatif pour comprendre le sens. Tout simplement parce que si une personne malvoyante vient sur votre site et qu'elle vient avec un lecteur d'écran, elle va devoir comprendre votre image avec le texte que vous allez lui fournir. Donc ces images de sens, ce sont des images donc, qui ont, comme son nom l'indique, un sens, mais également, et ça c'est le plus important, qui ont un sens qui n'est pas déjà décrit par le contexte. Typiquement, si vous avez une image dans un article qui a un sens, si vous prenez par exemple les images qui me servent à moi à l'illustration des chapitres, ces images-là ne sont pas considérées réellement comme des images de sens, puisque le sens de l'image est déjà décrit dans le texte de contexte. Donc déjà, tout le texte qu'il y a autour de l'image permet déjà de comprendre sans l'image ce que je veux faire passer comme message. Donc l'image en soi n'est pas une image de sens, puisqu'en fait elle ne sert qu'à illustrer un sens qui est déjà dans le texte. Par contre ici, ce logo, il n'y a pas de contexte autour. On ne sait pas à quoi il sert en dehors de sa présence ici. Donc en fait, il faut vraiment comprendre ce que ça va faire. Donc il faut réfléchir à quoi sert cette image. Cette image, quand on clique dessus, c'est un lien qui va permettre d'aller sur la page d'accueil. Donc, en fait, ce que je vais mettre dans le texte alternatif, c'est accueil. Parce qu'en fait, c'est ce qui sera lu pour quand la personne va naviguer avec la touche de tabulation, c'est ce qui sera lu quand elle arrivera sur cette image. Donc en fait, cette image, son sens, c'est d'aller à l'accueil. Donc, moi, ce que je vais mettre dans le texte alternatif, c'est accueil. J'avais dit la dernière fois aussi, image, c'est une balise orpheline. Donc dans les bonnes pratiques, ce qu'on fait, c'est qu'on met un slash final pour dire que c'est une balise orpheline. Ensuite, on avait dit, donc dans le découpage, si on revient ici, on a un fond. Le fond, en fait, ce sera la nav là qui va englober. Donc ça, on n'en a pas besoin. Et la dernière chose, c'est nos liens ici. Et donc en fait, c'est une liste de liens. Donc une liste, UL. UL veut dire unordered list. Donc unordered list, liste non ordonnée. Dans lequel on va avoir 4 LI. Alors, si on veut utiliser emmet, on aura un UL dans lequel on veut des LI. Donc ça, le supérieur A veut dire dans lequel. Je veux des LI, j'en veux 4. Alors les parenthèses vont permettre de faire le x4. Et dans lequel, les LI dans lesquels j'ai des A. Dont l'attribut href sera égal à un dièse pour l'instant, puisqu'on n'aura pas vraiment de lien. Et dans lequel je vais avoir du texte qui sera par exemple link. Alors on va juste mettre ça pour l'instant, on verra après. Et donc du coup, ce que je peux faire ici, si je mets mon 4, j'appuie sur entrée et hop, automatiquement il m'a généré tout mon HTML. Donc je le remets. UL, dans lequel j'ai 4 items qui sont un LI, dans lequel j'ai un A, dont l'attribut href égale dièse, et le texte interne sera link. Alors d'ailleurs, si je ne mets pas le texte, ce qui peut être intéressant, c'est que je pense qu'il va me mettre... Voilà, il me met à l'intérieur des différents liens. Comme ça, je vais pouvoir les remplir. Donc on a accueil, tabulation, créer recette, tabulation, se connecter, tabulation, à propos. Et on a nos 4 textes qui sont définis à l'intérieur. Et donc en fait, vous voyez, avec Emmet, vous pouvez générer assez rapidement du HTML et assez simplement au final. Voilà, donc ça c'est pour notre barre de navigation. On a bien nos 3 éléments, l'image, le fond qui sera notre nav, et la liste de liens, donc qui sont nos 4 items qui sont là. Ensuite, on va mettre nos 2 images. Alors, pour les récupérer comme tout à l'heure, on va là dans Maquette. Je vais dessus.
je mets export. Alors là, c'est du PNG parce que ça, c'est pas une image vectorielle. Donc j'exporte mon PNG. Je vais le mettre au même endroit. Je vais l'appeler meat pour viande. Header, ce sera très bien. Comme ça, on sait que c'est dans le header. Donc ici, IMG avec comme source IMG avec comme source donc assets, image. Alors, je fais n'importe quoi. Hop, meet header.png. Et donc maintenant, comme tout à l'heure, est-ce que cette image a un sens? Là, sincèrement, si vous ne l'avez pas, vous comprenez très bien le site. Le but de ce site-là, c'est d'afficher des recettes. Donc, ce header, il n'est que purement décoratif. Donc là, vous ne mettez pas de texte alternatif. C'est important, donc vous avez une image, vous ne mettez pas de texte alternatif si l'image est purement décorative. Par contre, vous laissez le alt et vous le laissez vide. C'est extrêmement important, tout simplement parce que, cas d'usage numéro 1, vous mettez un texte alternatif. Par exemple, photo de viande. Ça n'a pas d'intérêt, puisqu'en fait, la personne, quand elle va avoir son lecteur d'écran qui va lire les éléments un par un, en fait, elle s'en fout d'avoir une photo de viande. Et en plus de ça, ça va polluer le lecteur d'écran, puisqu'en fait, il va lire quelque chose qui, en soi, n'aura pas de sens dans l'utilité du site. Le header, ici, il n'a pas d'utilité. Il n'est que purement décoratif. Il n'est là que pour illustrer la page. Ce qui va intéresser la personne qui va visiter votre site, c'est d'aller sur les recettes. Ce header-là, elle s'en cogne. Donc, on ne met pas de texte alternatif. Par contre, si vous ne mettez pas le alt, quand le lecteur d'écran va arriver ici, ce qu'il va faire, c'est qu'il va lire le lien. S'il n'a pas un alt ici, ce qu'il fait, c'est qu'il va lire le lien. Ce qui est encore pire que de lire un texte alternatif qui ne sert à rien, c'est de lire /assets/image/meetHeader.png. Ce qui a encore moins de sens et en plus de ça, va polluer énormément la lecture du site. Donc en fait, le alt vide permet de faire en sorte que le lecteur d'écran en fait ignore tout simplement cette image. Voilà, donc ça c'est notre première image. La seconde image, donc là j'ai fait un raccourci. Alors, j'ai paramétré mes raccourcis, mais si jamais vous souhaitez faire ce que je viens de faire ici, copier une ligne simplement comme ça, vous pouvez aussi aller sur CTRL-SHIFT-P. Normalement, ça devrait être le même raccourci celui-là. Et vous faites copy line, et vous avez copy line down, et vous avez le raccourci qui s'affiche ici. Si vous n'en avez pas, vous pouvez appuyer sur la petite roue dentée, et il vous propose ici d'en rajouter un. Donc vous pouvez mettre add keybinding, donc rajouter un nouveau raccourci, ou le changer si jamais celui que vous avez ne vous satisfait pas. Donc voilà, moi c'est CTRL-SHIFT, flèche du bas, ça me permet de copier une ligne. Et donc l'image qui m'intéresse, c'est celle-ci, donc je vais dessus, hop, je l'exporte, ça c'est un SVG, donc je mets SVG, je mets export, il va me proposer ici, alors là je vais mettre juste logo, et donc ce qui m'intéresse ici, hop, logo SVG. Pareil, cette image-là n'est que purement décorative, alt vide. Parfait, donc là on a fini notre header, là c'est le HTML parfait qui permet donc de faire notre header. Donc, on n'a absolument pas regardé à quoi ça ressemble au fur et à mesure. Mais voilà, donc ça c'est notre header sans le CSS. Ça c'est du HTML pur. Donc c'est sans le CSS qui va nous permettre après de faire ressembler à quelque chose d'à peu près correct. Donc voilà, là on a vu comment bien organiser notre code. Alors la partie centrale ici et la partie basse ici, on va la voir plus tard. Tout simplement parce que ici, il va nous falloir une technologie qu'on verra dans un chapitre suivant, et que ici, on va réutiliser également une autre technologie en CSS qu'on va voir dans un prochain chapitre. Donc, pour pouvoir correctement faire les choses, plutôt que de nous faire trop de HTML qui finalement ne servira à pas grand-chose, on va s'arrêter ici et on va garder cette page-là. Donc là, maintenant qu'on a terminé notre code, on va faire un petit commit. Donc, on va utiliser Git pour faire ce que je vous avais déjà expliqué, donc faire des photographies de points d'étape, des snapshots, pour dire, voilà, là j'ai terminé quelque chose,
on va pouvoir derrière revenir en arrière si on souhaite, annuler des modifications, voir ce qu'on avait fait à un moment donné, voir où est-ce qu'un bug a pu s'infiltrer, etc., etc. Et donc, ce qu'on va faire, c'est faire un git status. Git status me permet, comme on l'a vu dans le chapitre pour Git, de voir quels sont les éléments qui vont être non suivis pour l'instant. Donc là, j'ai assets et index. Dans assets, j'ai les images. Et dans index, j'ai mon fichier index.html. Donc je vais faire un git add. On avait dit, on va le faire à la main. Donc git add HTML. Et dans assets, ce qui m'intéresse, ce sont mes 3 images. Donc je peux mettre juste assets. Donc là, effectivement, j'aurais pu mettre un git add point puisque je suis exactement à tous les éléments. Donc maintenant, si je fais un git status, on voit que j'ai bien mes 3 images et mon HTML qui sont considérés comme des nouveaux fichiers. Je vais faire donc maintenant mon commit et on va mettre un message qui va être... Je vais utiliser un petit outil que j'aime beaucoup moi qui s'appelle Gitmoji, qui est un site exprès pour mettre des petites icônes en rapport avec votre commit. Chaque icône ici, émoticône, va permettre de définir un type de commit. Là, nous, ce qu'on a fait, c'est une nouvelle fonctionnalité, donc c'est une feature. Donc, création d'une nouvelle feature, et ben c'est cette icône-là. Alors, ça s'installe, un Gitmoji. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le GitHub de Gitmoji et il vous explique ici comment l'installer. Donc, maintenant que mon Gitmoji est installé, enfin, j'ai récupéré l'icône de Gitmoji. Voilà, j'ai ma petite icône d'étoile qui permet de dire une nouvelle feature. Et là, maintenant, du coup, je mets le message qui me permet de définir ce que j'ai fait à l'intérieur. Là, j'ai create the header of the homepage. On va mettre... Alors, si vous écrivez pas très bien the homepage header, ça ira, c'est mieux. Mais si vous écrivez pas bien l'anglais, c'est pas très grave, hein, autant faire quelque chose. Et si jamais, comme je vous le disais dans le cours sur Git, vraiment l'anglais c'est un handicap pour vous, si vous ne bossez que pour vous et que vous n'avez pas de besoin d'internationaliser votre projet, vraiment vous pouvez faire du français. Mais c'est bien de faire l'effort, d'essayer au moins de faire un petit peu d'anglais. Voilà, donc j'ai mon git commit -m. Et là maintenant, vous voyez que si je refais un git status, je n'ai plus rien. Si je fais un git lg, j'ai mon premier commit qui a été fait à l'instant. Voilà, donc là j'ai terminé ma première page, enfin en tous les cas le header de ma première page. Le code qui est ici, je vous le fournirai en bas de la page de ce chapitre. Et donc maintenant, ce qui va nous rester à faire, c'est de commencer à mettre un petit peu de style sur le header pour pouvoir faire quelque chose qui ressemble un petit peu plus à notre maquette, donc qui va ressembler un petit peu plus à ça. Voilà, merci de votre attention. C'était l'instructeur Guildo pour le Front de Libération d'Internet.